nous allons tout de suite passer du monde de l'entreprise, du monde de l'administration, du monde de la réflexion au monde académique. Nous avons le plaisir d'accueillir Monia Razeli, qui est prof d'économie. Bon, vous dites maître de camp, pour moi c'est prof d'économie, qui va nous donner son point de vue, le monde sur la géoéconomie. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je vous remercie pour cette invitation, Simachat. Alors, je suis très heureuse d'être ici dans cette première rencontre géoéconomique parce que, en fait, la géoéconomie est un domaine d'un intérêt relativement récent en Tunisie et dans le monde. D'ailleurs, l'IHEC, en fait, Carthage, est la première école de commerce à assurer un cours de géoéconomie pour les étudiants de master. J'ai le plaisir d'assurer ce cours depuis 3 ans pour des étudiants en master d'ingénierie économique et financière. Alors, je vais rapidement rappeler que la géoéconomie n'est pas la géopolitique. Donc, la géopolitique va analyser les phénomènes conflictuels autour, en général, d'un territoire ou de la portion d'un territoire. La géoéconomie, par contre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle analyse des logiques de conflits dans les échanges économiques, commerciaux, financiers. Donc, l'enjeu principal va être l'économie nationale ou bien des segments du marché mondial. Je ne sais pas comment on fait. Voilà. Alors, évidemment, ce qui a été dit aujourd'hui est vraiment très pertinent. On a essayé ensemble de trouver des ressorts pour la Tunisie dans ce contexte géoéconomique à la fois tendu et incertain. Il y a beaucoup de choses pertinentes qui ont été dites par rapport en fait, au positionnement de la Tunisie dans le commerce international, aux enjeux énergétiques, etc. Effectivement, donc, ce sont des points cruciaux qui sont relatifs à ce qu'on appelle le hard power. Et aujourd'hui, mon message, en fait, serait que l'on prenne conscience des atouts de la Tunisie en termes de ce qu'on appelle le soft power. Donc, de mettre la lumière sur les leviers d'influence de la Tunisie en matière de soft power pour pouvoir combiner une approche qui serait basée à la fois sur le soft et le hard power. C'est ce qu'on appelle, en fait, la puissance réfléchie ou bien le smart power. Évidemment, ce sont peut-être des termes que vous entendez souvent et que vous pensez comme des gadgets théoriques. C'est des termes assez faciles d'emploi, mais en général, en fait, c'est des termes qui sont issus d'un vrai débat académique, en fait, du monde académique aux États-Unis, donc à l'origine, entre des chercheurs en relations internationales. Donc, je vais essayer ce que je vais essayer de faire d'abord, c'est d'essayer d'expliciter, en fait, de clarifier ces concepts, hard power, soft power, smart power, et puis de montrer l'intérêt, en fait, de s'intéresser au soft power de la Tunisie. Par la suite, je vais essayer de montrer quelques cas pratiques et des retours d'expérience de pays. Et puis, enfin, on va se pencher sur le cas tunisien pour montrer que nous avons de vrais atouts et que nous avons un vrai potentiel qu'il faudrait activer. Je crois que je me suis trompée. Je voudrais reculer les diapos, s'il vous plaît. Oui. Ah, merci. Ok. Vas-y, calme-la. Je vais le faire. Ah, comme ça. Bien, c'est bon. Merci beaucoup.
Alors, le concept de soft power, en fait, est dû à l'américain Joseph Nye, qui est un chercheur en relations internationales appartenant à la Kennedy School d'Harvard. Et qui, par ailleurs, a occupé des postes dans l'administration américaine, donc aux finances et à la défense, également aux affaires étrangères. Alors, Joseph Nye, en 90, publie un article et un ouvrage la même année où il précise en fait cette notion de soft power. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que depuis 1945, nous assistons à une sorte de mutation de la puissance, c'est-à-dire que la puissance hard, donc les capacités militaires et économiques d'un pays, coexisterait désormais avec une puissance soft, une puissance plus douce, qui serait tirée par l'attractivité du pays, sa capacité à influencer le reste du monde. Alors, elle relèverait de quoi, en fait? De la capacité du pays, finalement, à être considéré par les autres comme modèle à suivre, à pouvoir peser sur les agendas des grands rendez-vous internationaux, ce qu'on appelle des agenda setting, à pouvoir négocier, en fait, et faire converger le reste du monde vers ses propres intérêts, mais sans coercition, sans force, sans contrainte et sans paiement. En fait, donc, Joseph Nye considère que ce soft power pourrait être basé sur 3 ressources principales. D'abord, la culture, mais la culture, il faudrait la comprendre dans toute l'étendue de sa signification. Ça peut aller des productions culturelles les plus élitistes, donc la littérature, les arts, ça peut être l'histoire du pays, et ça peut aller en fait, à ce qu'on appelle la culture populaire, donc la culture pop, c'est-à-dire toutes les productions culturelles de masse, de large diffusion, donc les contenus visuels, ça peut être donc les sports, ça peut être évidemment les feuilletons, les téléfilms, le cinéma, la cuisine, etc. Ensuite, donc, il y a les valeurs politiques du pays, le système politique donc, en interne, et il y a en troisième lieu la politique étrangère. Mais Nye considère que cette politique étrangère doit être considérée par le reste du monde comme légitime, comme défenseuse des valeurs universelles. Comme capable en fait de protéger en fait ou de défendre les causes les plus justes en fait dans le monde. Voilà. Alors, et il insiste aussi sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait une adéquation entre les valeurs politiques qui sont prêchées en interne et ce que l'on pratique aussi à l'extérieur en matière d'affaires étrangères. Alors, en 2004, en fait, Suzanne Nossel publie un article dont Nye considère qu'il pouvait être l'auteur pour parler de smart power, pour dire en fait qu'il s'agit maintenant de combiner, il n'y a pas de dichotomie entre les deux, il s'agit de combiner hard et soft power. Et il faut considérer la puissance dans sa globalité. Alors, avant de passer donc au cas pratique, on peut s'interroger sur les intérêts finalement de se mettre soft power. Et l'un des premiers intérêts, c'est que d'abord, c'est relativement... Alors bien sûr, les réformes en matière de hard power, les actions à implémenter en matière de hard power sont tout à fait cruciales et importantes et fondamentales. Mais relativement au hard power, ce qu'il faut savoir, c'est que le soft power est relativement moins coûteux. Moins coûteux parce qu'on va se baser sur des ressources qui sont déjà existantes, sur des talents nationaux, sur des références ou un patrimoine historique qui est déjà là. Donc, pour des actions qui sont relativement à faible coût, l'impact peut être relativement fort. Ça, d'une part. Par ailleurs, le soft power est considéré comme moins conflictuel en fait que le hard power. C'est-à-dire qu'implémenter des réformes économiques, des infrastructures militaires, etc., eh bien, ça peut impliquer des résistances, ça peut impliquer une sorte de divergence d'intérêts, etc. Alors que
quand il s'agit de soft power en général, on est dans un processus de renforcement de références culturelles communes, de renforcement d'une identité collective. On est autour d'un récit partagé, de héros nationaux, autour d'un background qui est finalement partagé et de symboles historiques partagés. Par ailleurs, le soft power interagit avec le hard power. C'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a une interaction et une synergie entre les deux. Alors, dans le monde académique, on a toujours besoin en fait de valider l'intuition économique et la théorie par des études empiriques. Et donc, les études dans ce sens sont relativement rares et assez récentes. Alors, il y a Rose 2019 qui montre en fait qu'il y a un impact positif et statistiquement significatif du soft power sur les exportations, donc sur un échantillon de 157 pays entre 2006 et 2017. Il y a Krum 2020 qui aussi considère qu'il y a un impact positif et statistiquement significatif sur les IDE du soft power reçus et investis à l'étranger par les États-Unis. Et puis, j'ai eu le plaisir en fait d'encadrer le mémoire de master d'un étudiant brillant de l'IHEC qui a montré que le soft power exerce une influence positive et significative également sur les flux d'IDE entrants. Donc en fait, quand vous donnez une perception positive au reste du monde, quand vous leur semblez relativement plus familier, quand on arrive à connaître vos codes, eh bien vous devenez visible et vous avez des opportunités, de meilleures opportunités d'affaires et vous avez des opportunités évidemment en matière d'attraction des investissements, etc. Donc il y a une véritable synergie. Ne parlons pas évidemment de l'attraction en termes de tourisme. Alors, la question maintenant qui se pose, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. 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 Alors, la question maintenant qui se poserait, c'est comment finalement s'exerce le soft power en pratique? Et quand on regarde aujourd'hui cette scène qui est devenue relativement multipolaire, depuis un certain nombre d'années, on voit que tous les pays qui veulent en fait, qui ont voulu avoir exercé un certain rôle sur la scène internationale, eh bien, ce sont des pays qui se sont mis au soft power. L'exemple de la Chine est un exemple en fait très pertinent parce que depuis 2013 et même avant, donc avant le projet le grandiose des routes de la soie, eh bien le président chinois Xi Jinping dans ses discours parlait de renforcement du soft power de la Chine. Et quand on fait un balayage aujourd'hui, en fait, on voit que les pays se sont essentiellement basés sur la ressource culture. Alors pourquoi la culture? Parce que, comme le dit Kessler, la palette d'intervention dans ce domaine est très large et en fait, il y a une certaine marge de manœuvre pour le secteur privé. Donc, il y a d'autres éléments que l'on ne peut pas contrôler forcément. Au niveau de la culture, il y a une capacité au secteur privé, à la société civile d'intervenir. Et en fait, ce qui va développer ce soft power culturel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie culturelle. Donc ce n'est pas la diplomatie publique au sens traditionnel du terme, au sens régalien, c'est une diplomatie culturelle aujourd'hui qui va être tirée aussi par le secteur public, par la société civile, et nous avons des modèles très diversifiés de diplomatie culturelle dans le monde, qui vont dépendre en fait du rôle de l'État. Donc il y a des pays qui ont choisi un rôle assez central de l'État dans ces diplomaties, il y a d'autres pays qui ont choisi plutôt un rôle plus important au secteur privé. Et puis, c'est les vecteurs aussi qui vont faire différer ces différents modèles de diplomatie culturelle. Chaque pays va choisir ses propres vecteurs, et d'ailleurs, la diplomatie culturelle n'est pas forcément reproductible dans chaque pays, et c'est d'ailleurs tant mieux. C'est-à-dire qu'on a souvent donc une particularité, on cherche à avoir une particularité. Alors, je vais commencer par le cas du Japon. Le cas du Japon est intéressant parce que dans les années 70-80, le Japon cherchait à transformer son image qui était imprégnée par un passé militariste. Il voulait la transformer en une nation, voilà, l'image d'une nation moderne et attractive.
Et à ce moment-là, la notion de soft power n'était pas encore théorisée. Alors, le soft power a toujours existé, ce n'est pas un phénomène inédit, mais la notion n'était pas théorisée. Donc, ce que faisait finalement la diplomatie culturelle du Japon se limitait à un réseau de maisons, de ce qu'on appelle les maisons de la culture du Japon, dans un certain nombre de pays, et qui présentait en fait des productions très élitistes, évidemment, l'artisanat très raffiné, de la musique très raffinée, etc. Et ça se limitait à cela. Alors, le déclenchement, en fait, de la réflexion autour du soft power au Japon s'est fait au début des années 2000. Ça n'est pas venu d'une réflexion en interne. C'est une réflexion qui a été réalisée par un journaliste donc américain qui s'appelle Douglas McGray. Et ce journaliste, en fait, a écrit un article fondateur où il s'interrogeait sur une carte que le Japon ne jouait pas à ce moment-là. Alors, rappelons dans ce contexte, en fait, que le Japon, à ce moment-là, il était dans une récession économique interminable et qu'il avait peu de leviers de croissance. Et McGray se disait pourquoi, finalement, il commence à y avoir une sorte d'engouement en Occident à un produit culturel particulier qui va vous étonner, qui s'appelle les mangas. Pourquoi le Japon ne capterait pas finalement, ne surferait pas sur cette vague. Et alors, son article n'est pas du tout tombé dans l'oreille d'un sourd. Ça a été tout de suite, rattrapé, ou ça a été tout de suite récupéré par les politiciens, donc pour réellement initier une réflexion sur ça. Donc, ils ont institutionnalisé les mangas. C'est devenu des diplomates, c'est devenu des ambassadeurs de la culture japonaise. Et donc, ils ont choisi en fait comme vecteur de leur diplomatie culturelle, la pop culture. La pop culture, c'est donc les bandes dessinées, qui sont les mangas, mais aussi tout ce qui va aller avec ce qu'on appelle les animes, les bandes dessinées, les jeux vidéo, tout cela. Et ici, on a vraiment donc, des fonds d'investissement public-privé pour financer ces contenus visuels. On a ce qu'on appelle le Japan Cool Awards. Donc, c'est des prix qui ont été initiés par des entreprises privées au Japon. Il y a des universités qui ont essayé de développer des partenariats pour faire de la recherche autour justement du soft power du Japon avec la pop culture. Et alors, pourquoi le cool, Japan Cool? En fait, c'est inspiré de l'article même de McGray, parce qu'il voulait casser en quelque sorte avec cette image vieillotte en fait du Japon. Alors, juste donc une petite remarque, en 2022, l'exportation des industries créatives ont rapporté plus de 4 700 milliards de yens, ce qui est un chiffre assez proche de ce que rapportent les exportations japonaises de puces électroniques en 2022. Alors, on va passer à la Corée du Sud. Comme le Japon, on est dans une synergie entre l'État et le secteur privé. Comme pour le Japon, on a choisi ici les vecteurs essentiellement de la culture pop. Mais ce qui est intéressant avec la Corée du Sud, c'est qu'on est vraiment dans une meilleure maîtrise de l'image du pays et du message à transmettre. Et donc là, en fait, ils se sont basés sur des techniques de ce qu'on appelle nation branding. Donc, c'est vraiment des techniques de maîtrise de l'image et de la réputation du pays. Et ça se base également sur le storytelling. Donc, c'est comment raconter un message, comment faire transmettre le message au reste du monde. Quel message nous voulons ou quelle histoire nous voulons raconter de nous-mêmes. En fait, leur réflexion, elle est partie de l'intérieur, en fait, et c'est une réflexion qui s'est faite par rapport à un contraste, une inadéquation, selon eux. Cette inadéquation, c'est entre leur propre capacité industrielle, leur propre performance, et comment ils étaient perçus au début des années 2000 comme étant un pays à bas marché, ce qu'ils appelaient le Korea Discount. Et donc, ils voulaient se débarrasser de cette image-là. Et ils ont décidé de changer les perceptions du reste du monde à travers le soft power et la diplomatie culturelle. Et donc, tout de suite, déjà, ils avaient un credo. Et le credo, c'était « We are the future developed country ». Et ensuite, ils sont partis sur donc, le storytelling. Et on a un triptyque. Nous sommes un peuple qui est
résilient historiquement, donc en référence aux guerres longues avec la Corée du Nord, etc. Et puis, nous sommes un peuple qui est ouvert à une technologie, un progrès technologique positif, en contraste avec, si vous voulez, les films américains qui sont parfois apocalyptiques, etc. Et puis, troisièmement, nous voulons vivre en paix, donc au sein de notre voisinage, et nous avons donc un message de paix, voilà, pour le reste du monde. Et donc, ça a été là aussi un véritable succès pour la Corée du Sud. Le volume aujourd'hui, donc ils ont carrément, si vous voulez, initié un besoin auprès des jeunes, mais aussi des moins jeunes, donc des adultes, dans le reste du monde, un vrai besoin pour des produits culturels donc coréens. On a une déferlante coréenne depuis les années 2000. Et donc, le volume des exportations de contenu culturel coréen a atteint un niveau record en 2022, s'élevant à 13 milliards de dollars, dépassant ceux des principaux produits d'exportation de la Corée, comme les batteries secondaires et les véhicules électriques. Alors, je vais terminer avec l'exemple de l'Égypte. Et l'exemple de l'Égypte m'intéresse particulièrement parce que, d'abord, l'initiative est venue du secteur privé. Le secteur privé a considéré que l'État n'a pas les ressources suffisantes. Il a d'autres chantiers en matière de hard power, donc il n'a pas les capacités de pouvoir s'intéresser et financer la diplomatie culturelle. Donc, il y a ce point-là. Alors, comment c'est venu l'idée? Eh bien, elle a été initiée par une agence de communication qui s'appelle Corporate Communication Plus, qui s'est occupée, en fait, elle a pris en charge les campagnes présidentielles précédentes et qui, à partir de 2014, a considéré que l'Égypte était dans une phase de relative stabilité politique et qu'il fallait s'occuper maintenant de sa réputation. Alors, ils ont remarqué en fait qu'il y a là aussi une inadéquation entre ce qu'ils ressentent, eux, et comment ils sont perçus par le reste du monde. Et pourquoi? Parce que dans l'imaginaire collectif occidental, l'Égypte, alors c'est la présidente donc, de cette agence qui le dit, l'Égypte est finalement perçue comme une pyramide avec un bédouin qui tient un dromadaire dans le désert. Voilà. Alors, il voulait casser complètement avec cette image pour dire que nous sommes un pays qui est jeune, nous sommes un pays qui est dynamique, qui est tourné vers l'avenir. Nous avons des success stories et nous voulons montrer, nous sommes les petits-enfants des pharaons, mais nous allons continuer leur parcours. On ne va pas rester figé dans l'histoire. Et donc, ils ont initié depuis 2016 ce qu'on appelle le Narrative PR Summit. Donc, c'est un événement annuel, mais qui est vraiment grandiose et qui draine énormément de personnes. Donc, toute une task force du soft power, de l'étranger, de l'Égypte, de l'intérieur de l'Égypte, pour parler de la perception du reste du monde et des Égyptiens de l'Égypte. Et donc, il y a un véritable travail qui est en train de se faire de nation branding et de storytelling. D'ailleurs, même au niveau de l'État, en fait, on remarque qu'aujourd'hui, même tous les événements qui sont associés en fait, au patrimoine historique, donc, c'est des événements qui sont aujourd'hui très bien peaufinés, très bien organisés. Je ne sais pas si vous avez regardé en fait la parade dorée des momies royales, donc tout le trajet qui a été fait depuis l'ancien musée du Caire et ces momies qui ont été accueillies donc par des chefs d'État, par donc le président Sissi, mais aussi par les autres chefs d'État, et ça a été transmis dans les télévisions du monde entier. Il y a quelque chose qui se prépare aussi pour début juillet 2025. Donc, il y a une véritable maîtrise aujourd'hui de l'image. Alors, on va se pencher rapidement sur le cas tunisien. Et pour cela, on va regarder les scores en fait, du principal indicateur de soft power dans le monde, qui est le Global Index, Soft Power Index, qui est calculé en fait, depuis 2015. Et qui est calculé pour près de 193 pays, donc les 193 pays de l'ONU. Alors, vous avez ici donc le score de 2025
le classement de 2025 sur 193 et vous avez le score, le classement aussi de 2024. Donc, ce sont des classements mondiaux, mais aussi, alors j'ai essayé de montrer le classement par rapport à la région MENA. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la Tunisie a reculé de 2 positions par rapport à 2024. On est donc en position 79 sur 193 et nous sommes les 12e au niveau de la région MENA. Alors, en haut du classement, vous avez les États-Unis avec un score qui est à peu près de 80. En deuxième position, vous avez la Chine. Donc la Chine qui a vraiment eu une avancée fulgurante malgré toutes les critiques de Nye et toutes les prédictions négatives de Nye. Les États-Unis, malgré qu'elles conservent en fait leur position numéro 1, mais elles ont été négativement évaluées au niveau de certains sous-indicateurs par rapport aux valeurs. Donc depuis 2024, il y a eu un glissement de pratiquement 10 positions. Alors, je vais prendre particulièrement donc, la ressource culture. On calcule en fait, au niveau de cet indicateur, on calcule 3 sous-indicateurs qui sont relatifs à la culture ou au soft power culturel. Vous avez donc Education and Science, vous avez Culture and Heritage, et vous avez People and Values. Alors, on va interroger donc les quasiment 170 000 répondants dans le monde par rapport à leur perception par rapport à l'avancée technologique ou degré d'innovation du pays, l'avancée en sciences, est-ce qu'il possède un système éducatif puissant, est-ce qu'il a des investissements dans l'exploration de l'espace. Ensuite, au niveau de la culture et de l'héritage historique, est-ce que vous considérez qu'il a de l'influence dans les arts et dans le divertissement? Est-ce que sa cuisine est attractive? Est-ce que c'est un bon endroit à visiter? Est-ce qu'il a des performances dans le sport? Est-ce qu'il a un style de vie attractif et est-ce qu'il a un background historique riche? Et puis enfin, est-ce que c'est un pays qui est crédible, de confiance? Est-ce que le peuple est généreux? Est-ce qu'il est amical? Est-ce qu'il est drôle? Et puis, est-ce que ce pays est tolérant et inclusif? Alors, on essaye de regarder rapidement ici pour la Tunisie. Je vous invite en fait, à comparer par rapport aux pays du haut du classement. Et donc là, on a quelques points d'interrogation, si vous voulez. C'est-à-dire que, évidemment, ce sont des pays qui ont beaucoup investi en matière de système éducatif, mais il faut savoir que notre système éducatif aussi est très compétitif et que notre diaspora, en fait, elle occupe des postes de management et des postes d'enseignement et de recherche dans ces pays du Moyen-Orient. Autre point, au niveau de la culture, on se demande si on a réussi à montrer ou à envoyer un message par rapport à notre histoire qui est riche. Est-ce qu'on sait de nous que nous avons la plus grande collection de mosaïques du monde? Est-ce qu'on sait que nous avons 3000 ans et plus d'histoire? Par rapport au peuple et aux valeurs, en fait, est-ce que l'on sait réellement que nous sommes un peuple résilient, que nous aspirons à la liberté depuis la colonisation? Est-ce qu'on sait que, par rapport à la place de la femme, par rapport au prix Nobel de la paix en 2015, etc. Est-ce que nous arrivons réellement à montrer ce que nous sommes? C'est ça la question fondamentale. Alors je pense avec ces scores-là, je suis un petit peu frustrée. Donc là, en fait, l'idée, c'est réellement de prendre conscience du soft power de la Tunisie, de ses atouts, pour travailler sur une approche donc, globale, en faire aussi un projet collectif. Donc, ce n'est pas le projet uniquement de l'État, ça doit être un projet porté par le secteur privé et par la société civile. Rassembler des artistes, des experts en communication, des médecins, des success stories, des ingénieurs, des informaticiens, tous nos jeunes talents qui travaillent dans les contenus visuels, etc. Il faut impliquer aussi la diaspora tunisienne parce que c'est une diaspora qui nous honore donc à l'extérieur et qui est vraiment un véritable relais d'influence. Il faut donc s'engager dans une stratégie
stratégie de nation branding parce que là, c'est une stratégie de long terme. Il ne s'agit plus de faire des campagnes ponctuelles et puis chercher un récit national attractif, justement. Le storytelling, c'est aussi très, très important. Alors, juste pour vous dire en fait que donc, dans le cadre du cours de géoéconomie que j'assure, alors il y a une petite partie qui est justement consacrée au soft power. Et alors là, j'ai des présentations magnifiques d'étudiants qui sont très attachés à leur pays et qui, même s'ils ne sont pas c'est ni des concepteurs de jeux vidéo ni des développeurs multimédia, mais alors là, ils me créent des choses avec l'intelligence artificielle, des scénarios de jeux vidéo ou des personnages qui sont inspirés de l'histoire de la Tunisie pour proposer ça comme un vecteur voilà, de diplomatie culturelle. Et donc, je pense qu'on a vraiment des atouts très intéressants. Je vais terminer par une petite citation. Si vous ne racontez pas votre propre histoire, quelqu'un d'autre le fera à votre place et à sa manière. Merci à vous.